En ce jour de Saint-Valentin, j'aurais très bien pu parler de Lindsay Rose ou de Wagner Love, mais on va plutôt parler d'un thème actuel et on va parler des 4 clubs français qui vont rentrer en lice en Europa League. En tout cas, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de Lens, on va parler de Toulouse, de Marseille et également du Stade Rennais. Alors pour les amis rennais, vous allez voir, c'est pas du tout une provocation d'avoir mis un maillot de Milan, c'est juste que j'ai pas de maillot des 4 clubs français en question. Donc voilà, j'essaie de mettre quelque chose dans le thème. Mais vous allez voir que je suis pas forcément méfiant pour Rennes sans dire qu'ils sont favoris. On rentrera dans le vif du sujet juste après. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, c'est très important pour l'algorithme. Donc si le contenu vous plaît, ça prend 2 secondes et ça apporte vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner également. Et c'est parti, bon, on va tout de suite commencer par le premier match et commencer par le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens affronte donc ce jeudi Fribourg, et c'est vrai que quand le match est tombé et quand le tirage au sort a eu lieu, je me suis dit attention méfiance, Fribourg c'est clairement pas la plus petite équipe d'Allemagne, ça risque d'être compliqué, sauf que de l'eau a coulé entre les ponts, dirons-nous, depuis le temps. Déjà Lens va quand même beaucoup mieux, il faut l'avouer, même s'il y a une élimination contre Monaco en Coupe de France au tir au but, au niveau de la Ligue 1 ça se passe tout de même vachement bien, ils sont sur 3 victoires d'affilée, avec une prestation collective franchement aboutie, avec des joueurs qui donnent vraiment satisfaction par rapport à il y a quelques semaines. Je peux penser par exemple à Andy Diouf qui était un peu en difficulté, qui a profité du départ de Abdul Samed et également de Nampalis Mendy pour pouvoir s'installer aux côtés de Lila Nanaoui, qui est vraiment une bonne pioche et une bonne trouvaille, on en avait parlé sur la chaîne. Et c'est vrai que le Racing Club de Lens, je les voyais pas forcément comme le grand favori, là j'ai tendance à dire que clairement le match est à leur portée, parce que déjà ils vont quand même beaucoup mieux comme je vous l'ai dit, il y a aussi également un David Pereira da Costa qui a vraiment pris une grande ampleur dans ce système de jeu. On avait tendance à avoir un problème je trouve de liant entre les milieux, les défenseurs et également l'attaquant, en l'occurrence Eli Wahi, et c'est vrai que David Pereira da Costa est un peu cet électron libre qui permet à cette équipe de Lens d'être vraiment meilleure, d'être vraiment au-dessus, et je trouve que ça correspond parfaitement à ce que Franck veut mettre en place. Je suis vraiment très content de ce que propose David Pereira da Costa, parce que c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. J'en parlais depuis plusieurs mois, voire plusieurs saisons avec des potes. Je trouvais que quand il jouait à l'époque, quand il était jeune et qu'il a commencé, je le trouvais vraiment plus qu'intéressant. Je lui trouvais un bagage créatif quand même plus intéressant qu'un Angelo Fulgini ou un Adrien Thomasson, sans dire que c'est des mauvais joueurs, mais dans le profil, je trouvais que ça collait quand même plus à ce que Franck veut proposer. Et là, ça y est, peut-être que David Pereira da Costa s'est remis les idées en place, dirons-nous, sans savoir s'il était sérieux ou pas, ça je n'en sais rien, mais on sent clairement qu'il est concerné et que c'est vraiment le maillon fort de cette équipe de Lens, et c'est le maillon fort de cette animation offensive qui manquait cruellement besoin d'idées de créativité, avec en plus une entente avec Eli Wahi qui semble quand même relativement bonne, avec Sotoka également. Sur le plan de jeu, on a l'impression qu'on est sur un 5-2-2-1, on pourrait dire, mais j'ai plutôt cette impression que Diouf, par moment, il est presque à la hauteur de Sotoka et également de David Pereira da Costa. Donc on est vraiment sur 3 milieux qui sont juste derrière Wahi pour le servir, avec en plus ces 2 pistons qui ont cette capacité à pouvoir, que ce soit Franco Kiski, que ce soit Aguilar, même si Aguilar a joué quand même quelques matchs dans l'axe, et que ce soit Machado par la suite. Je pense vraiment que ça va être une anime offensive qui va retrouver de son temps, parce qu'on avait quand même tendance à vouer plutôt les qualités offensives de Lens, même si on savait que défensivement, entre Danso Gradit et Medina, il y avait quand même beaucoup de qualités, et Brice Samba au but, faut pas l'oublier, mais offensivement, c'était quand même une équipe qui proposait beaucoup, et là, on sentait que dans le dernier geste, il y avait un peu de problèmes, et ça va beaucoup mieux pour Lens, et c'est vraiment une très belle chose, alors que pour Fribourg, de son côté, c'est vraiment plus que compliqué. Fribourg est 7ème, vous regarderez le classement, vous me direz, bon, 7ème ça va, c'est pas forcément une mauvaise place, sauf que si on regarde un peu plus en profondeur, ils sont à 9 points de Leipzig qui est 9ème, et ils sont surtout qu'à 6 points du 15ème qui est l'Union Berlin qui est le premier non relégable. Donc ça vous montre quand même que Fribourg est dans un vrai ventre mou, qu'on n'est plus dans la même dynamique que l'année dernière ou en début d'année, et c'est pourquoi je pense que Lens va gagner à Bollaert assez facilement. J'ai entendu Florent Sotoka qui a dit qu'il fallait tuer le match dès l'aller. Je suis assez d'accord avec cette idée parce que je pense qu'à Fribourg ça restera quand même compliqué parce qu'on sait que là-bas il y a une véritable ambiance et puis jouer à l'extérieur en Allemagne c'est vraiment pas simple. Mais ouais, je pense qu'à Bollaert il faut gagner au moins de 2 buts d'écart, même si par exemple on prend un but, maintenant il n'y a plus de règles à l'extérieur donc il faut continuer à attaquer. Essayer de faire un 3-1, ce serait vraiment une belle chose, je pense que c'est clairement une possibilité. Mais ouais, Fribourg a vraiment des problèmes, que ce soit défensif. En plus, il y a Lienhardt qui est blessé, il y a également Salai, le Hongrois, qui s'est blessé visiblement. Je ne sais pas si il sera disponible lors du match à l'heure où je tourne, j'ai pas l'information. Et ouais, on sent une équipe qui est un peu en difficulté. Alors offensivement, il y a quand même des belles armes. Lucas Soler reste un très bon joueur. On a l'Italien Vincenzo Grifo qui est également un très bon joueur. C'est pareil d'ailleurs, il y a Kieré qui était plutôt un bon joueur mais qui est blessé. Je pense qu'il sera pas là pour le match que jeudi. Mais ouais, c'est une équipe qui est vraiment en grande difficulté. Faudra quand même être vigilant défensivement, mais ça, on sait que Lens est capable de le faire, donc je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir à ce sujet. Voilà, je pense que Lens va réussir à aborder ce match sans problème et devrait pouvoir s'imposer.
On va passer maintenant au match de Milan contre le Stade Rennais, et comme je vous disais, j'ai pas forcément cette idée de me dire que Rennes va se faire exploser par Milan. Milan qui est quand même sur une bonne dynamique, hein, 13 points en 15 matchs d'un point de vue statistique, mais si on regarde dans le contenu, moi je suis pas forcément convaincu par ce que fait Milan. Dans un premier temps, j'ai été au match à San Siro pour voir, j'ai eu cette chance d'ailleurs, c'est assez incroyable, de voir Milan-Bologne fin janvier, et il y a eu 2-2 d'ailleurs, le seul match nul, donc je dois peut-être être le chat noir du Milan, désolé. Et c'était un match où le Milan n'a pas montré une prestation collective véritablement satisfaisante. J'ai cette impression que c'est une équipe qui est capable de marquer, qui est capable de gagner sans savoir vraiment très bien jouer, mais je vois quand même quelques lacunes, même défensivement. Simon Kjær, c'est quand même plus le joueur qu'il était. Tomori qui est une nouvelle fois blessé. On a Gabia dans l'axe qui est pas forcément mauvais, mais je le trouve pas non plus incroyable. Bon, sur les côtés, Calabria, moi j'ai jamais été un grand fan, mais pour le coup, c'est un joueur qui se bat et qui peut fortement apporter. Et puis Théo Hernandez, il est quand même plutôt réputé pour sa qualité offensive que défensive, même si ça reste quand même un très bon défenseur. Donc je pense que défensivement, il y a peut-être des espaces à exploiter pour les Rennais, surtout qu'on le sait. Rennes, ça va quand même beaucoup mieux sur ce point de vue-là. On reparlera après, juste après de Rennes. Je voudrais quand même jeter un petit mot sur le milieu, qui me semble quand même vraiment bon pour le coup à Milan. Surtout un joueur, hein, le français Yacine Adli, qui fait vraiment voilà, du très bon travail, même contre le Napoli. Là, j'ai vu le match en replay tout à l'heure. Ça a vraiment bien joué du côté de Yacine Adli. C'était presque le meilleur Milanais de la rencontre, je trouve. Bon, malheureusement, d'ailleurs, Benasser s'est blessé. On sait pas forcément... De ce que j'ai vu, Pioli a dit que c'était juste par précaution, que c'était plutôt de la fatigue, donc à voir dans quelle forme il sera. Dans tous les cas, ça m'étonnerait qu'il soit à 100%, mais en soi, s'il joue pas, il y a quand même Reinders qui me semble être quand même un joueur intéressant. Et puis devant, bon bah Leao et Pulisic, ça reste quand même très fort, ainsi que Loftus-Cheek et Olivier Giroud forcément, où cette équipe de Rennes, c'est vrai que ça va beaucoup mieux pour Rennes, mais il faudra quand même être vigilant parce qu'on sait que Olivier Giroud, s'il a le moindre espace, il est capable de marquer la moindre but. Alors que si on va du côté de Rennes, effectivement, la dynamique est vraiment bien meilleure. Terrier est vraiment en bonne forme, Bourigeaud ça va de mieux en mieux, hein. Défensivement également c'est quand même mieux. Le départ de Matic n'a pas forcément trop impacté, on va dire, Rennes dans les résultats, loin de là. Bon par contre la blessure de Lefebvre ça reste quand même un gros coup, parce que depuis que Julien Stéphan est arrivé, Lefebvre était vraiment très important dans cette balance défense-attaque si je puis dire. Mais c'est une équipe qui est vraiment en bonne forme. J'avais dit dans mon mercato idéal sur Rennes que je trouvais que l'idée de reprendre Stéphan était pas si mauvaise. Pour l'instant il me fait pas mentir. Contre Lyon, là la première mi-temps qu'ils font, alors Lyon était vraiment nul sur cette première mi-temps, mais Rennes a quand même fait de très belles choses. Et ouais, ça va pas... Alors on s'entend à San Siro, je pense que ça va quand même être compliqué pour Rennes de s'imposer. Par contre, s'ils tiennent un match nul ou ils perdent d'un but à un 2-1 ou à un 0, ouais, ils sont capables de rivaliser en tout cas. Je vais peut-être pas parler de créer l'exploit, et puis on sait que même si c'est peut-être une généralité qui ne veut rien dire, je peux l'entendre, mais on sait que les clubs français en Europe, ça a quand même vachement de mal à briller, et c'est vrai qu'affronter un Milan qui a une expérience européenne, ça peut quand même être assez compliqué, parce que c'est dans leur ADN, on va dire, de jouer l'Europe, donc peut-être que là-dessus, Rennes, même s'ils jouent l'Europe tous les ans depuis quelques années maintenant, peut-être qu'ils ont pas ce truc, on l'a vu contre le Shakhtar l'année dernière, où ils ont pas le droit de sortir très clairement, mais on se rappelle également qu'il y a quelques années où ils avaient réussi à faire de super matchs contre le Real Betis ou encore Arsenal, donc on verra, mais voilà, moi je trouve pas que c'est un Milan qui est très flamboyant, même s'ils reviennent proche de la deuxième place, juste derrière la Juve en Serie A, qu'ils ont quand même battu la Roma et le Napoli. Nul contre Bologne, ça reste un bon résultat. Mais voilà, dans le contenu en tout cas, je suis pas forcément très satisfait parce que fait Pioli, mais ça a toujours été. Moi Pioli, je sais qu'il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit que j'étais dur avec Pioli, mais moi je suis pas un grand fan de Pioli. Alors je regarde pas tous les matchs du Milan, si je dois être honnête, mais quand je les regarde, je trouve que dans le contenu, on s'ennuie quand même relativement. Alors je suis pas en train de dire que c'est un jeu défensif ou ce genre de choses, mais je trouve que dans les combinaisons, et on est un peu sur un foot on n'est pas sur un foot moderne quoi. Il y a pas forcément d'énormes contre-pressing, et dans les animations offensives, je trouve ça assez stéréotypé. Heureusement qu'on a un Leao qui, par moment, parce que c'est pas toujours le cas, où un Théo Hernandez apporte un peu cette fougue. Un Okafor, malheureusement, qui est blessé quand même relativement souvent, mais lui, quand il joue, c'est vrai qu'il peut faire du bien, et il peut apporter ça. Ouais, on n'est pas sur la meilleure version de Milan, même si encore une fois, au classement, ça se passe plutôt bien, et je pense quand même qu'il devrait, à San Siro, battre le Rennes, mais je vois pas Rennes vraiment sombrer. On va partir en un temps du côté de Benfica qui reçoit le TFC, et alors je vais être très honnête, moi le championnat portugais je le suis pas forcément, je le suis d'un point de vue presse on va dire, je le regarde les résultats, je vois ce qui se fait, j'essaie également de suivre un peu les joueurs là, là en ce moment je suis plutôt sur Gyökeres, donc plutôt le rival de Benfica, mais j'essaie de voir ce qui se passe du côté quand même du championnat, parce que c'est un championnat intéressant, mais j'ai pas le temps de le suivre pour être honnête, mais Benfica est deuxième au classement, bon là ils ont fait un match nul contre le Vitória Setúbal, et c'est une équipe qui m'a surpris,
pas forcément dans le bon sens en Ligue des Champions. Moi, je les voyais largement être avec l'Inter qualifié pour les huitièmes de finale Ligue des Champions dans cette poule, et finalement la Real a fini premier de ce groupe et s'est vraiment baladé, et Benfica a failli finir quatrième. Donc ouais, non, j'étais assez surpris parce que pour le coup, je les ai bien suivis l'année dernière en Ligue des Champions avec voilà, sous l'égide de Roger Schmidt, que je connais quand même pas trop mal parce que je l'ai vu en Bundes. C'est un entraîneur qui a vraiment de très très bonnes idées, qui joue vraiment bien, qui propose un très très bon jeu, et bah on n'a pas eu un Benfica qui était très protagoniste dans son jeu, et surtout je trouve que l'intégration des recrues a été plus que compliquée. Un Kokshu pour qui j'attendais vraiment beaucoup parce que c'est un joueur que je trouve vraiment très très intéressant, que j'ai vu du côté de Feyenoord, que je trouve vraiment très fort. Alors peut-être que ça va mieux dernièrement, comme je vous l'ai dit, je suis pas forcément le plus grand suiveur du championnat portugais, mais j'ai vu que en Ligue des Champions en tout cas il avait eu beaucoup de mal à s'intégrer, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de critiques autour de lui. Un Arthur Cabral également qui a eu du mal, d'ailleurs ça se retrouve assez facilement en 4-4-2 avec en pointe Di Maria et Rafa Silva, bah c'était le cas d'ailleurs lors du match contre le Vitória Setúbal. Mais là Arthur Cabral ça va mieux, il est sur 4 buts en 4 matchs, donc ça va beaucoup mieux. Il a quand même été acheté 25 millions, joueur qui était à la Fiorentina, qu'on avait connu du côté de Bâle, qui est un attaquant moi, que je trouve vraiment très très bon. J'ai été surpris de voir la Fiorentina le lâcher au bout d'un an et demi. Bon, même si on sait que la Fiorentina c'est pas forcément les plus grandes ressources et plus grands budgets, et puis bon, mais ils ont pris quelqu'un d'autre pour le remplacer, mais ouais, c'était assez surprenant, et je me dis que Benfica entre Kokshu et Cabral, pardon, désolé, c'était vraiment un super recrutement, et bon, ça n'a pas forcément porté ses fruits, même si encore une fois la Cabral ça va mieux, peut-être que Kokshu aussi. N'hésitez pas à me dire, je sais qu'il y a pas mal de suiveurs portugais qui suivent la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire pour Benfica, ça m'intéresse vraiment. Par contre, ils ont fait qu'une défaite en championnat, ils sont deuxième, donc ça se passe quand même plutôt bien d'un point de vue comptable, et je pense que la barre va être très très haute pour le TFC. Bon, le TFC me surprend aussi, mais eux favorablement plutôt, parce que je m'attendais pas à ce qu'ils finissent deuxième, pardon, dans une poule avec Liverpool et l'Union Saint-Gilloise. C'était quand même surprenant de voir les Violets voilà, passer cette poule, battre Liverpool chez eux, c'était quand même assez incroyable, mais cette équipe de Toulouse, j'ai un peu du mal à la lire. Déjà il y a eu pas mal de changements, hein, on en a déjà parlé sur la chaîne, pas mal de changements, et je trouve que même s'il y a quand même des bons joueurs, je pense qu'un Franck Magri est quand même plutôt un bon joueur, Donum par intermittence, Kalinga qui est un bon finisseur, Nicolaisen en défense centrale qui est quand même assez solide, mais voilà, je trouve que cette équipe, elle a un projet de jeu qui est pas forcément lisible. J'ai du mal à comprendre ce que veut mettre en place forcément l'entraîneur de Toulouse, même si c'est pas un mauvais entraîneur, je pense qu'il a des idées de jeu, mais il a peut-être pas le matériel adéquat. J'ai franchement du mal à comprendre le projet. En plus, bah, je crois qu'il y a quelques semaines, j'ai vu que le club allait être à vendre, donc bon. Mais ouais, ça me semble quand même assez compliqué du coup sur le terrain pour Toulouse de battre Benfica, qui est quand même une équipe habituée aux échéances européennes, qui est pour moi un outsider pour cette Europa League, même s'il y a beaucoup de concurrents. Ouais, il va falloir essayer de limiter la casse pour essayer de faire un exploit au stadium, mais ça va quand même être dur, je pense, de défendre face à des Di Maria, des Arthur Cabral qui sont en pleine bourre, des Rafa Silva également. Ça me risque d'être assez compliqué pour Benfica. Il y a également un joueur que j'aime beaucoup qui est Frédéric Ornes, qui est un milieu qui se retrouve parfois à jouer plutôt sur le côté, qui est plutôt pour moi un milieu central ou un 6. Mais j'ai vu que dans certaines compositions il joue à droite. Peut-être que c'est une composition qui était faussée, c'est possible, mais en tout cas c'est un milieu que j'apprécie vraiment beaucoup. Mais ouais, je pense que c'est une équipe qui va clairement battre Toulouse, et ça risque d'être compliqué. Et je pense que les Toulousains, bon, vont peut-être quand même attendre un exploit, mais je pense que être déjà arrivé là, c'est déjà vraiment une très belle chose pour Toulouse d'avoir été aussi loin. Et le dernier match, c'est le Shakhtar contre l'Olympique de Marseille. Le Shakhtar qui n'a pas disputé de match officiel depuis le dernier match de la Ligue des Champions, si je ne dis pas de bêtises, contre Porto. Ils ont fait beaucoup de matchs amicaux, là j'ai vu qu'ils en avaient fait 2 samedis, ils en avaient fait également 2 jeudi ou mercredi. Donc ça s'entraîne pas mal pour pouvoir s'entraîner, mais ça reste que des matchs amicaux. Il n'y a pas forcément l'intensité d'un match officiel, même si on sait que le Shakhtar, bah, l'année dernière on l'a vu, hein, ils ont créé une mauvaise surprise à cette équipe de Rennes, mais on n'est plus sur le grand Shakhtar d'antan, bah, parce qu'il y a forcément un exode des Brésiliens avec ce qui se passe dans le pays, hein. Je pense que vous êtes tous au courant de ce qui se passe. En plus, eux, ils habitent dans la région de Donbass, qui est une des régions les plus sinistrées, donc ils s'entraînent à la frontière polonaise, donc quasiment de l'autre côté, donc c'est assez difficile. Ils sont avec l'équipe de Ange-Freddy Plumin, d'ailleurs, je vous conseille la vidéo de Nuit avec, où on voit du coup des mecs du Shakhtar être là-bas. Vraiment super vidéo et assez flippant, pour être honnête. Mais ouais, cette équipe du Shakhtar qui possède que des joueurs ukrainiens, qui essayent de faire du mieux possible, qui essayent de représenter le pays du mieux possible, donc clairement, il y a peut-être cet esprit patriotique qui va permettre aux joueurs de se transcender, mais si on doit être d'un point de vue complètement sportif, normalement ils sont censés être en dessous de l'OM, sauf que l'OM, bah ça va pas forcément bien non plus. Contre l'OL, je précise que je vais parler comme un suiveur du foot, bon je pense que la plupart de vous qui me suivez depuis longtemps, vous le savez, et pas comme un supporter lyonnais, ça a toujours été le cas, mais je préfère préciser. Contre l'OL, honnêtement, l'OM, je les ai vraiment pas trouvés au niveau. Alors l'OL a été bon, j'irai pas jusque très bon, je pense vraiment que c'est plutôt l'OM qui a été décevant. Alors après, il faut pas oublier qu'il y avait quand même 3 absents de taille qui sont Rongier, Kondogbia
et Verretou, où maintenant on a Onana, Unai dans un système un peu bizarre, et puis Onana, je pense qu'il était prêt à la base pas forcément pour être titulaire. On a un Rongier qui arrive pas forcément à revenir, qui devait revenir, mais qui a un problème finalement, le tendon lui est encore douloureux, donc il revient pas tout de suite. J'ai vu que Verretou devait revenir, ou Kondogbia, je sais plus. Non, je crois que c'est Kondogbia qui devait revenir. En tout cas, il y en a un des deux qui est censé revenir, donc ça va plutôt être une bonne chose. Mais il va mieux valoir de toute façon, parce que bah il y a Onana qui a été recruté, qui est titulaire, qui a pas été mis dans le groupe, qui a pas été mis dans la liste pour le Shakhtar, ni Ulysse Garcia d'ailleurs. Et ouais, non, cette équipe de l'OM, j'ai du mal à comprendre le projet, pour être honnête. J'étais plutôt optimiste. Je trouvais que Longoria, il faisait vraiment du très très bon travail. Alors il y a eu quelques changements d'entraîneur. Chaque année, du coup, le mercato a été refait et ça fonctionnait. Mais cette année, je pense que le choix de Marcelino était clairement pas le bon. Alors lui explique, j'ai lu une interview dans SoFoot qui est intéressante d'ailleurs. En fait, c'est un excellent communicant. Des fois, je me demande si en fait, sa communication ne brouille pas le travail qu'il fait réellement. Même s'il y a eu des très très bonnes recrues qui ont été faites, attention, hein. Guendouzi, Saliba à l'époque, voilà, il y a vraiment eu des très très bonnes choses de faites. Mais là, le choix Marcelino était clairement pas le bon, même si lui explique du coup dans cette interview SoFoot, c'est là où je voulais en venir, c'est que le choix de Marcelino, c'est parce qu'il s'est rendu compte que le foot, voilà, en Ligue 1, fallait qu'il soit un peu plus pragmatique et que il a vu qu'au Vélodrome, malheureusement, il prenait trop de buts en contre-attaque et qu'il perdait trop de points, donc il voulait un peu, on va dire, cadenasser ça. Ça s'entend, même si au final, au classement, je trouve que l'OM était plutôt bien classé, hein, ils ont fait 2e et 3e quand même. Finalement, Marcelino, ça s'est pas bien passé, il est parti suite à des problèmes avec les supporters. Et ouais, il y a pas mal de dirigeants qui sont partis également. Et le choix de Gattuso, moi je faisais pas partie de ceux qui tapaient forcément sur Gattuso, parce que j'avais travaillé un peu le sujet quand il y avait des rumeurs qui étaient à l'Olympique Lyonnais, et j'avais l'impression qu'on n'en avait pas forcément une très très bonne idée, parce que bah, déjà Spalletti au Napoli a pas arrêté de dire que bah, s'ils ont été champions d'Italie, bah, c'est que Gattuso avait fait un super travail en amont. Peut-être que ce Gattuso n'est pas un si mauvais entraîneur, il a quand même été beaucoup de fois dans les mauvais contextes, sauf que là dans sa compréhension du jeu, j'ai vraiment beaucoup de mal à le comprendre. Il avait trouvé un super système contre l'OL d'ailleurs, le 3-5-2, qui me semblait vraiment adéquat par rapport aux forces en question. Et là, il a un peu rétro-pédalé, il a mis un 4-3-3 qui pour moi ne correspond pas forcément à Aubameyang, où on voit qu'il est pas forcément à l'aise dans ce système. Même si là, avec Mumbagna, je pense qu'il va falloir réassocier les deux à nouveau, parce que c'est comme ça que ça marchera. Ils ont acheté Quentin Merlin, qui est un bon piston, mais qui est pas un bon défenseur, qui est un bon piston. On l'a vu contre l'OL, mais au match retour, là, contre Noama, il a quand même pris la sauce. Par contre, il a été bon contre Metz, il a fait une passe décisive d'ailleurs. C'est un joueur qui est pour moi fait pour jouer en 3-5-2, tout comme Klose, même si on l'a vu qu'en défense à 4, il est capable de bien faire. Et Balerdi Gigot en défense centrale à 2. D'ailleurs, bon alors peut-être que je suis un extraterrestre et peut-être que je vois mal le foot, mais je vois énormément de critiques sur Balerdi. Je trouve Gigot beaucoup plus en difficulté, moi, sur les matchs de l'OM que je vois. Peut-être que je me trompe. Alors je comprends qu'on aime bien Gigot parce qu'il se bat il aime Marseille, il se bat pour Marseille. Voilà, c'est un vrai Marseillais, tout ça. Il y a aucun souci là-dessus, je comprends totalement. On peut être pareil, nous, avec certains joueurs qui viennent de nos pays, de nos clubs et qui se battent clairement. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais je trouve qu'on est dur sur Balerdi, qui fait pas une si mauvaise saison pour moi par rapport à un Gigot. Et cette défense est un peu fébrile, donc on verra comment ça va se passer contre le Shakhtar. Normalement, Marseille est censé être favori, encore une fois. Surtout que ça va jouer en Allemagne, donc le Shakhtar ne joue même pas à domicile. Donc c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. Je pense que ouais, il faut essayer au moins de tenir le nul, voire gagner l'aller, et puis au retour, ça devrait normalement être une formalité pour l'Olympique de Marseille. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match. J'espère quand même pour l'indice UEFA et puis pour la Ligue 1, pour la valorisation de la Ligue 1, que l'OM va réussir quand même à battre le Shakhtar. On verra comment ça se passe, mais ouais, c'est une situation à l'OM qui est vraiment très très compliquée. Et il y a un adage, on va appeler ça, qui dit toujours que quand il y a un Olympique qui va, l'autre ne va pas, et il est tellement vrai cet adage. Là, Lyon va mieux et Marseille ça va pas du coup, c'est assez fou. Mais ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, c'est vraiment important pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!